Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Édouard Den, l'entrepreneur derrière le groupe Le Barn, cet hôtel à 45 minutes de Paris que vous avez déjà dû voir sur Instagram tant il est prisé par ceux qui cherchent le week-end parfait au vert. Être hôtelier, c'est porter 18 000 casquettes et relever chaque jour de sacrés défis. Ensemble, on va discuter d'un échec en particulier, trouver le lieu idéal pour son hôtel, ça c'est tout un programme. C'est surtout une route ponctuée de nids de poules. Hello Édouard. Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Avec un invité spécial, la petite Tara qui aboie derrière nous. Ouais, c'est pas grave, ça met l'ambiance. On va essayer de... Je suis habitué aux chiens. Un jingle que j'ai pas décidé de payer, mais que j'ai quand même. Sponsorisé par Royal Canin et Franklin Pet Food qui est en bas de la rue. Ah ouais? Une très très bonne marque de bouffe pour chiens. Ok, je suis avec un spécialiste et je suis contente. Bon, on fera un deuxième épisode sur Franklin. Oui, on peut parler d'échecs. Alors moi, les échecs, ça a commencé dans ma famille avec l'échec de mon grand-père qui était un promoteur dans le monde de l'hôtellerie, notamment, et plus largement de l'immobilier en France et dans les Antilles. Puis je suis à moitié martiniquais. Quelle chance. Oui, enfin tu sais, oui, non, la chance, c'est plutôt la diversité des cultures que ça t'apporte, parce que j'ai toute une partie de ma famille qui vit encore là-bas. Ma mère est 100% martiniquaise et mon père est lui de métropole, comme on dit. Okay. Alors, c'était un échec. Mon grand-père a subi un échec assez important puisqu'il il avait fait une très très belle réussite dans le monde de la promotion et il a tout perdu au début des années 90, au moment où les banques se sont retournées. Elles avaient beaucoup prêté, elles ont tout repris d'un coup. Du coup, le marché de l'immobilier s'est effondré. Et ça a été intéressant parce que ça a drivé à la fois une soif d'entreprendre et de créer, et en même temps un certain détachement vis-à-vis des problématiques financières. On perd son innocence aussi, j'imagine, en voyant son grand-père perdre beaucoup. Non, mais j'étais jeune, mais je le regardais avec des yeux de merlan-frit parce que c'était un mec qui en imposait, qui avait une gouaille, qui avait toujours plein d'idées, et en même temps, il a vécu ça, en tout cas à travers mon regard, très bien. Okay. Et il a pas du tout été déprimé à cette époque-là. Il a su rebondir. Il m'a écrit un très joli mot que je garde toujours dans mon portefeuille, en me disant que l'important c'était la persévérance dans la vie. Je suis un mauvais, mais je suis un grand pêcheur. J'adore pêcher, et il a toujours été à mes côtés en me disant qu'il fallait persévérer, que c'est ce qui était la plus grande des intelligences, c'était de persévérer, pas forcément de calculer plus vite que les autres. Et c'est vrai que en faisant acte de créativité, de curiosité et de persévérance, on réussit pas mal de choses, même si on n'est pas forcément câblé mieux que les autres. Mais ceux qui restent sont pas les génies qui ont une idée fantastique, ce sont ceux qui vont d'échec en échec, comme Churchill sans perdre son enthousiasme. Ouais, enfin t'as quand même pas mal de génies qui réussissent, et puis à côté de ça, t'as les besogneux qui ont besoin de créativité et de persévérance, et je suis plutôt de la partie de la classe des besogneux. Ouais, on est deux, écoute. Voilà. Mais on va faire un petit club. Mais c'était et en fait ce monde de l'hôtellerie qui est vachement lié au monde de l'immobilier, c'est un monde dans lequel de toute façon, tu passes d'échec en échec. Ouais. C'est pas du tout un monde qui est linéaire. C'est pas comme, dans tout entrepreneuriat et dans toute vie, toute vie est ponctuée par les échecs. Mais l'hôtellerie, tu passes ton temps à être confronté à des problématiques différentes, et du coup, tu dois gravir les échelons les uns après les autres, les échelons d'un projet, les échelons de ta vie, et c'est beaucoup un métier d'accumulation aussi. Ouais. Parce puis que tu dois gérer tellement de choses différentes liées à un lieu, c'est quand même assez particulier. Oui, mais ça c'est. Alors mon grand-père me disait toujours que j'étais un cossard, ça voulait dire un flemmard. Okay. Mais c'est vrai que je suis assez fainéant. Et l'hôtellerie, c'est un métier génial parce que ça rend les fainéants travailleurs, dans le sens où tu t'intéresses à tellement de sujets que ça anime ta curiosité, et que si j'étais comptable, je serais vraiment le plus nul du monde. Je passerais ma vie sur Instagram toute la journée, je ferais rien de mes journées. Mais l'hôtellerie, ça c'est comme si des petites lumières qui s'allument toute la journée autour de toi, parce que
t'es à la fois lié à des problématiques de marketing, des problématiques de ressources humaines. Tu dois créer les cartes, tu dois faire en sorte que les produits vivent, qu'ils vivent bien, qu'ils soient bien tenus. T'as les problématiques techniques, t'as les problématiques de réglementation thermique. T'as 1000 sujets. Je vais faire une sieste rien qu'après cette liste. Mais non, mais c'est fabuleux parce que t'as 1000 sujets et moi, mon métier, c'est d'être expert en rien, mais de comprendre tout le monde autour de moi. Et du coup, je passe mon temps à avoir des gens en face de moi qui sont plus intelligents que moi sur leur sujet parce que c'est leur expertise. Du coup, t'es nourri par ça toute la journée. Et encore une fois, pour un fainéant qui détesterait être dans une monotâche linéaire, c'est assez passionnant. Donc, c'est un métier qui me convient bien. Et puis, alors justement, nous, on va parler de ce métier qui te plaît de plus en plus après tes diverses expériences dans la restauration, etc. Le premier hôtel que tu veux acheter? Alors, le premier hôtel que je veux acheter, c'est un hôtel que j'ai dirigé pendant 5 ans, avec une femme qui était fantastique, qui était la propriétaire. Et puis, au bout de 5 ans, je m'ennuyais un petit peu et je me suis dit, il faut capitaliser sur le truc, il faut essayer quand même d'être propriétaire, de poser une première petite brique. Et je lui propose de racheter son hôtel. Donc, je fais le tour des popotes pour trouver de l'argent parce que j'en avais pas. Je fais le tour des banques. J'essaye de convaincre tout le monde. Elle voulait pas réellement vendre non plus. C'est un boulot à temps plein à côté de ton boulot à temps plein en plus, j'imagine. Oui, mais c'est des métiers où t'expliques ton histoire. Donc enfin, quand t'expliques ton histoire, tu racontes. Et puis j'avais une sorte de légitimité parce que je connaissais l'hôtel sur le bout des doigts. Ouais. Et mais elle avait pas spécialement envie de vendre, donc il fallait aussi la convaincre. Et puis il fallait passer par-dessus ses conseils qui souvent dans ce monde-là sont pas forcément très recommandables parce qu'ils prennent pas leur com au passage pour vendre l'hôtel à un autre. Donc enfin c'est un métier, c'est un truc intéressant. Et on en est arrivé à la signature. Le jour de la signature, j'étais avec mes nouveaux associés qui m'aidaient, qui croyaient en moi et qui me disaient on va financer ton opération et tout. Et puis tu devais t'être levé du très très bon pied ce jour-là. Bah j'étais assez stressé parce que c'était un moment important de ma vie. Et puis comme disait c'est De Gaulle qui disait que les emmerdes volent en escadrille. J'avais eu pas mal de problèmes à cette époque-là, notamment familiaux. Et là, donc c'était un moment assez intense, on va dire. Ok. Et ben pendant la signature, à un moment, la propriétaire part avec son conseil, il s'efface pendant une dizaine de minutes et ils reviennent et le conseil dit finalement la propriétaire ne souhaite pas vendre. Et en fait, t'as dû descendre de 12 étages. Ouais, tu descends, c'est assez dur à encaisser parce que c'est un long travail et puis derrière c'est une rancœur. Mais en fait, c'était moi qui étais dans mon tort, c'est que j'avais essayé d'acheter quelque chose qui n'était pas à vendre. C'est que j'avais essayé de convaincre quelqu'un qui n'en avait pas vraiment envie. Et puis, je vais pas refaire l'histoire, mais ça s'est pas fait à ce moment-là. En fait, rien n'était évident dans l'histoire avant même de commencer, et tu t'en rendais compte ce jour-là que les briques de Lego en fait, j'essayais de construire quelque chose qui voulait pas se construire. C'est pas comme si j'avais été en face d'un propriétaire qui voulait vendre avec un hôtel sur le marché et moi avec les poches pleines de billets. Il fallait que j'agrège tout pour pouvoir faire cette opération. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quelle est ta pensée quand elle te dit en fait je vais revenir sur ce que je vous ai dit, je vais revenir sur mon accord et je ne vends plus? Je me dis que beaucoup de boulot tombe à l'eau. Je perds un petit peu la face vis-à-vis des investisseurs qui me suivaient, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, alors que eux s'étaient tartinés tous les rendez-vous, s'étaient tartinés toutes les opérations de due diligence où tu vérifies les comptes et tout. Mais je déjeune avec eux le 24 janvier 2022. Heureusement que c'est pas le 24 décembre. C'est rude. Non, là. mais 2022. Bon Noël. C'était il y a 11 ans, c'est devenu des amis. Il se trouve que ces investisseurs, j'ai découvert
un petit peu après qu'ils avaient racheté tout un panier d'actifs dans le monde de l'immobilier dans les années 80, à la fin des années 90, et que dans ces actifs, il y avait une petite coquille qui s'appelait Immopar, et qui était la boîte de mon grand-père, qu'ils avaient acheté pour rien. Ça faisait partie d'un groupe. Il y avait c'est ce qu'on appelle des distress, c'est-à-dire plein d'actifs immobiliers qui valaient rien. Et dedans, il y avait la boîte de mon grand-père. Donc c'est assez amusant parce que tu vois que la boucle se boucle souvent. Et puis j'avais besoin de bouffer, j'avais besoin de travailler parce que j'avais plus cette opération qui m'aurait permis de prendre mon salaire de directeur, de prendre mes dividendes, de me sécuriser. Donc je venais d'avoir mon deuxième fils avec Sophie. Et parce que comme si je l'avais fait tout seul. Et là, tu dois rebondir. Ouais. Mais t'en as parlé aussi pendant les dîners à tes copains. Tu t'es dit que c'était fait. Tu avances. Et puis et là, tu te prends un gros coup à l'ego. À l'époque, ça a été compliqué. Mais ça m'a permis de faire un truc génial. C'est que comme j'avais besoin de bouffer, j'ai fait du mandat de gestion, c'est-à-dire que j'ai géré des hôtels pour le compte d'investisseurs pendant 6 ans, 7 ans. Ouais. Et donc là, il faut pas qu'ils m'entendent, il faut pas qu'ils m'écoutent, mais je m'entraînais avec eux, puisque on me demandait de construire un hôtel en Espagne, un hôtel en France, un hôtel par-ci, par-là. Blague à part, j'étais assez tout-terrain parce que j'avais fait beaucoup de restauration, beaucoup d'hôtellerie, des trucs très différents. Et du coup, ça me permettait, dans le cadre du mandat de gestion, de mettre à contribution toutes ces connaissances pour des investisseurs qui n'étaient pas hôteliers. Et puis avec des moyens, j'imagine que tu n'aurais pas pu avoir toi d'emblée, donc c'est fantastique aussi. Alors tu restes employé de quelqu'un, parce que dans un sens c'est ta boîte qui est employée, mais tu restes employé de quelqu'un. Et c'est un métier de compromis parce que tu te retrouves à gérer des hôtels, pas pour les clients finaux, mais davantage pour les investisseurs qui te font confiance. Donc c'est une dualité que j'ai pas du tout aimée. En revanche, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir m'intéresser à des opérations très différentes les unes des autres, et du coup à vraiment nourrir mon expérience professionnelle. À la différence d'un directeur qui aurait passé 10 ans dans un hôtel, là j'avais vraiment chaque année des problématiques différentes, des hôtels différents à gérer, des positionnements différents, et ça c'était très enrichissant. Et ça a poussé beaucoup plus loin ta vision des choses aussi, j'imagine. Ça a nourri ma capacité à voir chaque projet différemment et à être à chaque fois me mettre les baskets d'un client et pas celles d'un investisseur, mais de comprendre comment les gens avaient besoin de vivre les lieux. Et pendant cette phase de ma vie professionnelle, a commencé à naître en moi l'idée du Barn, qui était aux antipodes de ce qu'on pouvait trouver à la campagne, c'est-à-dire pas du tout avec une vision passéiste de la nature. Je me suis dit comment on peut faire quelque chose qui correspond à nos usages actuels, à notre envie de vivre avec nos chiens, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos amis, nos collaborateurs. Et c'est justement avec à la fois ce regard d'hôtelier, mais surtout avec ce regard de consommateur, de client, que j'ai conçu le Barn. Je trouve ça chouette parce que quand on voit ton parcours, du coup, on se dit un peu que le destin t'a fait non, ça va pas fonctionner parce que toi, faut qu'on te pousse plus loin, faut qu'on te fasse voir plus de choses pour peut-être avoir presque plus d'ambition pour toi-même. On peut le regarder comme ça. On peut le regarder comme ça. Et ça aurait pu être aussi une grosse gaufre, hein, parce que si tu me parles aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait le Barn. Et le Barn, parce que sinon tu m'aurais pas parlé. Ah non, je t'aurais même pas adressé la parole. Ton chien m'aurait mordu dans la rue. Non, mais si on se parle aujourd'hui, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait le Barn. Et si j'ai fait le Barn, c'est bien entendu parce qu'il y a eu un cheminement dans cette vie professionnelle. J'ai failli passer, mais vraiment à côté du Barn aussi, parce que j'ai mis 1 an et demi à le financer avec des banques qui voulaient pas faire en France. J'ai été chercher une banque en Hollande pour financer un projet en France. Enfin, tu vois, c'était vraiment compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un carton. On est en train d'en monter 3 autres différents avec une vraie différenciation sur le marché de l'hôtellerie.
On fait pas de l'hôtellerie à la maman dans des vieux châteaux, si tu veux. On fait quelque chose qui correspond encore une fois à nos usages, avec une dimension agricole qui est forte. Et puis j'ai trouvé en la personne de William Kriegel, qui est mon associé actuellement. Enfin, c'est même pas mon associé actuellement, c'est mon associé tout court parce que ça le restera tout le temps. Un formidable ami, un formidable moteur. C'est génial. Et ouais, j'ai trouvé alors une capacité tu vois, de créer quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a appris alors, toi, avec le recul, ce projet d'hôtel qui s'est pas fait? Ben, ça m'a appris, comme quand je pêchais à l'arrière du bateau avec mon grand-père, que ce qui compte, c'est la persévérance. C'est que il y a rien de grave, il y a juste des échecs qu'il faut. En fait, ce qui est compliqué de savoir, c'est à quel moment tu persévères et à quel moment tu t'acharnes. La frontière est assez ténue. Je ne sais pas, ça dépend aussi des gens. Il y a des éléments déclencheurs qui sont des éléments de chance, bien évidemment. Mais en fait, quand t'as faim, il faut bouffer à tous les râteliers. Il faut remuer ciel et terre. Il faut être convaincu, créatif. Il faut avoir les yeux qui puent l'envie, en fait. Ouais, carrément. Et puis, si on prend un petit peu de recul et un peu de hauteur sur ton histoire, on voit aussi que ça t'a poussé à apprendre en accéléré comment démarcher des banques, comment bien s'entourer. T'as créé des relations qui sont encore aujourd'hui très précieuses pour toi. Enfin, oui, t'es pas parti avec rien de cet échec. Ah non, pas du tout. C'est très juste ce que tu dis, parce que je me souviens il y avait 2 financiers qui m'accompagnaient pour essayer de monter cette opération en 2010 et 2010-2011 et ils m'expliquaient des TRI, des vannes, des WAC, Je comprends pas ce que... Oui, enfin tous les trucs qu'on utilise, des mots compliqués pour parler de rendement, et en fait moi je captais rien. Et encore une fois, ça m'a permis de rencontrer des fonds d'investissement, ça m'a permis de garder mon ancrage terrain, mais en même temps d'avoir une vision très très large sur mon métier et de comprendre que tout le monde a un langage particulier, mais rien n'est compliqué. En fait, il y a des frontières qui se font entre les métiers avec des abréviations ridicules, mais rien n'est compliqué. Quand tu es avocat d'affaires, tu fais rien de compliqué. Tu répètes des choses que les autres comprennent pas, mais tu fais rien de compliqué. On est entouré de professions qui sont dans des carcans de langage, alors qu'en fait, à part certains créateurs, je pense qu'à part les gens qui sont au CNRS, tout est intelligible, tu vois. Ouais, ça force à avoir un peu plus d'humilité. Exactement. Et j'aime bien dire aux gens aussi que je comprends pas ce qu'ils me disent, parce que tu t'aperçois que il y a jamais de questions cons. Ce qui est juste dommage, c'est de pas les poser. Et c'est ça qui, encore une fois, est passionnant dans ma vie d'hôtelier et que je souhaite à tout le monde, d'avoir justement cette richesse. C'est marrant parce que je fais un parallèle. J'ai beaucoup parlé de mon grand-père, mais toute ma famille a beaucoup compté pour moi, de ma sœur, enfin bref, tout le monde. J'ai pas envie de les énumérer, ils sont tous importants. C'est génial, c'est mais une richesse folle. Tu vois, je parle de la soif d'apprendre, et de la curiosité. Ça, elle vient probablement de mes parents qui étaient journalistes. Et il y a un gros parallèle dans ce que tu dis, et de la curiosité et de la flemme de tout, et de la curiosité qui te pousse et qui te tire vers le haut. Ouais, vraiment. Ouais, moi j'ai pas du tout la force motrice pour m'intéresser à un sujet. Alors peut-être que on va dire que c'est tu sais des hyperactifs ou j'en sais rien, mais en tout cas je remercie le ciel d'avoir cette curiosité, parce que c'est celle qui m'anime tous les jours. Tu vois, en ce moment on est en train de monter des fermes, on est en train de monter un élevage laitier, on va faire 400 000 litres de lait par an, on fait une fromagerie. Je peux parler à un avocat d'affaires le matin, à mes équipes chéries, mon équipe chérie du Barn 1 heure plus tard, et à être avec Julie qui est notre vétérinaire conseil pour l'élevage bovin, Mathieu qui est expert en pâturage tournant, enfin tu vois, et en azotage des sols. C'est la définition du journalisme, ce que t'es en train de me dire. Et tous les soirs t'es un peu moins con.
Alors moi, je pars de très très bas, du coup j'ai beaucoup de taf, tu vois. Bah, ça te poussera toujours à vouloir travailler, c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants comme tu as eu la chance d'avoir par ton grand-père et tes parents sur ce sujet, du moins? Moi, il y a plein de choses, mais déjà d'aller vers les autres. Mm-hmm. Je pense qu'on est vraiment dans une société qui se parle pas de manière assez franche. On est soit édulcoré, soit muet. Je pense qu'il faut dire les choses aux gens. Il faut pas hésiter à donner un coup de main dans la rue, à un livreur qui porte des bonbonnes d'eau et toi t'es habillé en costume cravate, et ben tu peux l'aider à pousser ses bonbonnes d'eau. Enfin, c'est ça qui crée le lien. C'est un truc dont on a vraiment besoin dans notre société, je pense. C'était la minute. Que jamais. Non, mais je trouve ça absolument dingue, les défiances qu'il y a, ne serait-ce que dans les regards entre les gens. Je pense qu'il faut apprendre aussi. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de leur inculquer? Bah, déjà d'être libre et de penser par eux-mêmes. Ça serait cool, et qu'ils regardent pas leur papa, et qu'ils regardent ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, et qu'ils soient curieux, et qu'ils aient envie de faire, et qu'ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ça, j'aimerais bien qu'ils aient ce choix. Parce que quand t'as des petits garçons ou des petites filles, mais j'ai pas de petites filles, mais ils regardent toujours les figures du père et de la mère, et en fait, ce qui compte, c'est de réussir à s'émanciper, parce que nous, on est juste là pour les guider, on n'est pas là pour leur dire tu seras hôtelier, mon fils. Même si c'est cool. C'est Panayotis Pasco dont la maman lui avait dit tu seras ostéo, il était là mais ça sort d'où? Pourquoi? Et donc cette curiosité, en fait, toujours inculquer cette curiosité, cette envie d'aller vers les autres et cette curiosité. Et la phrase que tu mettras dans leur petit portefeuille? Il y a une très jolie phrase qui est la seule citation que je connaisse, mais qui me drive au quotidien. C'est une phrase de Gide qui dit que l'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. C'est que la contrainte, donc la contrainte de la vie, la contrainte des échecs, tu peux mettre la contrainte dans plein de choses, le cadre architectural, la contrainte paysagère, j'en sais rien. L'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté, et qu'il faut vivre dans ce cadre justement pour pouvoir s'émanciper. T'as besoin de ce cadre, et ça, je trouve ça assez intéressant comme façon d'agir. Voilà, parce que ça a drivé plein d'autres choses dans ma vie. Mais c'est une très belle phrase pour terminer. Merci beaucoup, Édouard, pour cet épisode très intéressant. J'imagine que on se reconnaîtra. 1, 2, 3, 4. J'imagine qu'on se reconnaîtra un peu tous dans cette notion de non seulement de persévérance, mais aussi de tous ces actes manqués, en quelque sorte, qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, et c'est hyper intéressant, quoi. Écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. En parlant de persévérance, peut-être que le mot de la fin, c'est que j'ai racheté cet hôtel finalement en 2020. Trop stylé, trop stylé. J'adore. Salut Pauline. Si tu pouvais dire à ton toi d'il y a quelques années, t'inquiète pas mon pote. Stay strong. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode avec Édouard vous a plu. J'ai trop hâte de découvrir le Barn Hotel à mon tour maintenant qu'il m'a vraiment vanté cet hôtel. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, il y a plein de nouvelles surprises sur mon compte Insta, Paulette_Grisoni. Je vous en dis pas plus, ça parle d'un livre. J'arrête là le teaser parce que je vais en reparler dans un épisode très très vite.